Donc, merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis très content de vous présenter cette dégustation-là. C'est une première dégustation qu'on fait avec un distillateur québécois, donc avec des produits faits chez nous. Donc, ça va être assez intéressant. Avant, un petit peu, je vous explique le fonctionnement un petit peu comme d'habitude. Je vois que tout le monde s'est mis sur mute. Donc, on vous demande de rester sur mute pour ne pas déranger la présentation. Par contre, comme d'habitude, après chaque rhum, il y aura une période de questions. Entre-temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, je vais relier les questions. Et on va fonctionner comme ça. Puis, gênez-vous pas s'il y a de quoi que ce soit. Gênez-vous pas aussi pour les questions. Hein, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises. Ben oui, il y a juste des bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Gênez-vous pas. Puis, donc, sur ce, je tiens à vous présenter Lilian Wolfev-Berger. Excusez-moi. Pas mal, pas mal. Je l'ai quand même bien eu, là. Je m'étais pratiqué, là, mais... Donc, qui est distillateur à la distillerie de Montréal. Donc, il va vous parler peut-être, il va vous parler un petit peu de son parcours, puis il va vous présenter aussi ses rhums. Et on a deux belles petites surprises aussi qu'il va pouvoir vous présenter à la toute fin de la dégustation. Donc, Lilian, je te laisse la parole. Parfait. Bonjour tout le monde. Comme le disait PO, Lilian Wolfelsberger, distillateur à la distillerie de Montréal depuis maintenant 7 ans. Ça s'est appelé au départ Distillerie Wolfelsberger, mais vous comprenez pourquoi très vite on l'a appelé Distillerie de Montréal, parce que personne ne s'en rappelait. Mon parcours, d'où je viens, en fait, moi, je suis français d'origine, mais immigré au Québec depuis 1993. Et je viens d'une famille en Franche-Comté, en France, Franche-Comté-Alsace, d'où mon nom d'origine et de consonance germanique. En Franche-Comté, où ma famille fait des eaux de vie de fruits essentiellement depuis plusieurs générations. Pour la petite histoire, mon arrière-arrière-grand-père était déjà bouilleur de cru et distillait avec un alambic ambulant les eaux de vie dans les fermes et chez les gens qui avaient fait macérer leurs fruits. Donc, essentiellement les raisins, tous les mares d'Alsace, donc mares de Gewürz, de Riesling, mais aussi la Quetsch, qui est une spécialité alsacienne, la cerise, qui est le kirsch, et puis après la prune, la pomme. Et par la suite, dans ma famille, on a fait aussi beaucoup d'eau de vie, de petits fruits, comme on appelle, donc églantine, sorbier, sureau, alisier, et tout ça. Et puis, moi, la passion est arrivée très, très vite, puisque depuis que je suis petit, je ramasse des fruits, soit pour faire des confitures, ou soit pour faire des eaux de vie. Puis, allez savoir pourquoi, j'ai préféré les eaux de vie. Et donc, très rapidement, l'envie de vouloir développer euh, les eaux de vie, surtout mettre en valeur le patrimoine arboricole du Québec, parce qu'arrivé en 93, je revenais à chaque année, et puis dans ma famille, puis les anciens au village, parce qu'on a un alambic communal hein, dans mon village, à chaque fois, on me disait, comment ça, tu reviens jamais avec des eaux de vie? Pourquoi il n'y a pas d'eau de vie? Il n'y a pas d'eau de vie sur ta banquise? C'est quoi, il n'y a que de la neige? Il n'y a rien là-bas? Et donc, très vite, l'idée m'est venue de dire, bon, on va faire quelque chose, quoi. Et dans les années 2000, fin 99, début 2000, j'ai fait les démarches pour l'obtention d'un permis de microdistillerie qu'on va obtenir en 2007-2008 avec un premier alambic, qui est un petit alambic à bain-marie, qui tient. Est-ce que je peux présenter les alambics vite, vite? Oui, ça va être intéressant, je crois. C'est des beaux appareils que vous avez. Ouais, donc je vais vous présenter ça, juste le temps de tourner la caméra. En fait, là, voilà la salle de distillation. Pour ceux qui sont des amateurs de rhum, puisque vous l'êtes tous, vous allez reconnaître ici celui de A1710. On a quasiment, enfin pas quasiment, c'est le même alambic. Nous, il est un peu plus gros, c'est un 25 hecto, avec une colonne de rectification de 6 plateaux en cuivre, des vrais beaux gros plateaux de cuivre, puisque la maison Chalvignac ne travaille qu'avec du cuivre, 100% cuivre, de partout. On a un deuxième alambic, qui est le premier qu'on a reçu pour la distillerie de Montréal, qui est un charentais encore, de 5 hectos. Là, c'est le 25 hectos, on dirait que c'est un jouet. Et puis, il y a le premier, qui, pour les intimes, s'appelle Georges. Et il a servi encore pas longtemps, il y a des eaux de vie de fruits en bas, qui lui est un alambic à bain-marie,
de 1936. Donc, l'Alsace était allemande, donc il a connu Hitler. Et donc, Georges, c'est lui le premier que j'ai importé de France quand on a ouvert la distillerie à West Brom, dans les cantons de l'Est. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent voir, de toute façon, un jour, on va rouvrir, hein, pour les visites. Et puis, on fait régulièrement des visites. Alors, Maxime, je ne sais pas si tu te rappelles, vous étiez venu et nous, c'était la salle en haut de dégustation. On a percé le plancher et on a rentré l'alambic. Voilà. Donc, une fois que j'ai obtenu ce premier permis de distillation, ensuite, et venait le temps de devoir un peu diversifier la gamme parce que mon modèle d'affaires pour ma première distillerie ne marchait pas top, parce que juste des eaux de vie de fruits, quand vous passez ça dans le modèle SAQ avec 85, excusez-moi, hein, avec 85% de taxes, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent acheter une eau de vie de fruits à ce prix-là. Est-ce que ça va comme ça? Je vais juste le régler. On va le mettre comme ça. Voilà. Okay. Donc, voilà, on a décidé de passer aux alambics charentais. Et puis, une fois que j'ai eu distillé mes fruits, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut distiller en matière de base sucrée qui nous permettrait de pouvoir faire un alcool de manière continue, pour après pouvoir jouer sur les chais, pouvoir jouer sur la gamme. Et notre première base qu'on a distillée à la distillerie, c'est l'érable. Donc, on a travaillé sur l'érable. On a été les premiers à faire un érable qu'on a gardé en tonneau, qu'on a mis en tonneau d'érable. À l'époque, on travaillait avec Martin Picard, donc on a fait ça en tonneau d'érable. Et puis, en même temps, très, très rapidement, on a commencé à distiller de la mélasse. Parce que, vous le savez tous, là, le premier alcool qui a été distillé au Québec en 1769, c'est une base de mélasse. Et puis, moi, j'ai une formation de politologue. Je suis à la base prof à l'université. Et donc, de faire les recherches sur les alcools au Québec et au Canada, quand on a vu ça, on s'est dit, OK, on va y aller avec de la mélasse. Et le premier alcool qui a vraiment commencé à sortir de la distillerie, c'est le rhum Sainte-Marie, qu'à l'époque, on était les producteurs. Et le rhum Sainte-Marie, on le faisait avec une base de mélasse verte. Et on a tout revendu, le rhum Sainte-Marie, à la batch numéro 7, je pense. Et puis après ça, toutes les batches après nous, c'est plus nous. Donc la couleur rose comme ça, là, c'est pas nous. Et donc, à partir de là, on a dit, OK, on va sortir notre propre gamme. Et on a commencé à travailler avec différents types de mélasse. J'avais donc un background familial pour travailler les alcools, mais tout ce qui était mélasse, céréales et tout ça, je maîtrisais, mais pas complètement. Donc, du coup, je suis allé faire une formation à Cognac et à Segonzac, plus précisément, au Centre international des spiritueux, où une fois là-bas, j'ai commencé à rencontrer des gens, dont Christian Vergier, que vous connaissez, et on a vraiment sympathisé, ça a été un coup de foudre mutuel. Et Christian, il vient régulièrement ici, on discute ensemble. Et du coup, Christian m'a dit, écoute, moi, j'ai pas mal d'entrées dans les Antilles. Donc, si tu veux essayer de te mettre sur le rhum, viens faire un tour. Et il y a eu une formation qui a été donnée sur les rhums à Marie-Galante. Et pendant 2 ans de temps, pendant 2 ans de temps, 2 semaines consécutives, je suis allé là-bas où j'ai sympathisé avec Hubert Damoiseau et Jérôme Biel. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment plus comprendre tout ce qui était fermentation, distillation, même si eux, c'est des colonnes. J'ai démarré l'alambic avec eux, j'ai travaillé avec eux. J'utilise les mêmes levures qu'eux pour certains des rhums. Et puis là, je viens de changer mes levures pour le nouveau rhum que vous allez déguster aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours, pour travailler sur tout ce qui est rhum, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on commence avec le premier rhum? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on peut commencer. Lilian, je Oui, crois que si je ne me trompe pas, le Sainte-Marie était un des premiers spice rum québécois qui était distillé au Québec, si je ne me trompe pas. Hein? ouais, c'est ça. C'était le premier qui était distillé au Québec.
C'était le premier qu'on faisait avec amour et à l'époque, qui était distillé 100% avec une base de mélasse verte dans lequel on introduisait des canneberges et du cantalou. Et puis, c'était, alors si je me souviens bien de la recette, poivre de Szechuan rose, piment de la Jamaïque, anis étoilé et un petit peu de racine de réglisse. Et donc, le Sainte-Marie, la version originale est dans une Dame Jeanne là-bas, la batch 001. Et puis, pour la petite histoire, on a fait beaucoup de travaux, on a agrandi, et on a vidé le grenier, et j'ai retrouvé une douzaine de caisses de Sainte-Marie, de chacune des batchs qu'on a fait. Donc, c'était vraiment intéressant de voir l'évolution, de voir les filtrations, de voir. J'ai regoûté tout ça avec un peu comment dire, de nostalgie d'il y a 5 ans, puisque c'est mon premier bébé qui a été envoyé à la SAQ. Voilà, mais depuis c'est plus du tout fait de la même manière, quoi. Super. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient peut-être des questions sur le parcours de Lilian. Sinon, on va passer au premier verre. Parfait. Alors, le premier verre, c'est un rhum blanc. Donc, c'est le rhum blanc de la distillerie de Montréal à 43% d'alcool. C'est un rhum qui est à base de mélasse. On utilise 2 types de mélasse à la distillerie. Il y a la mélasse verte, le Blackstrap Molasses, et la mélasse dite de fantaisie. Et pour parler de coût, la mélasse de fantaisie, elle est à $1 600 la tote de 1000 litres. Et la mélasse verte, elle est à $800. Donc voilà, une question de raffinement. La mélasse verte, là, elle vient du Venezuela et elle vient de Colombie. Donc on a 2 types, pardon, Guatemala et Colombie. Donc on a 2 types de mélasse. Ce rhum blanc-là, on en est vraiment très très fiers à la distillerie de Montréal parce que d'une part, on est les seuls à faire un rhum blanc. Et puis, dans les arômes, quand on l'a emmené en dégustation à Marie-Galante, il y avait une table qui était là. Il y avait il y avait chez Biel, il y avait Damoiseau, il y avait le nez de chez des Rhums Charrette. Il y avait aussi la famille Le Hardy qui veut repartir une distillerie. Et il y avait Christian Vergier. Et donc, on était un peu dans nos petits souliers parce qu'on l'avait glissé il y avait 59 rhums à goûter. Et dès que c'était des rhums de mélasse, ils les tuaient, quoi. Parce qu'en disant, ouais, c'est de la mélasse, c'est dégueulasse, il n'y a que le rhum agricole qui est vrai. Et quand ils sont arrivés là-dessus, ils ont commencé à dire, oh, intéressant, oh, c'est beau. Oh. Puis évidemment, moi, je l'ai reconnu, quoi. Et, donc, finalement, quand on leur a dit que c'était un rhum de mélasse, on dit, ah, comment ça? Puis on leur a dit que ça venait du Québec. Puis on dit, il n'y a pas de rhum au Québec. On dit, bah, maintenant, il y en a un. Puis c'est le nôtre. Et ce rhum-là, pour la petite histoire, on l'a envoyé au concours international des spiritueux de Bruxelles, le concours mondial des spiritueux. Il était dans une catégorie avec 45 autres rhums de mélasse blancs et on a gagné la médaille d'or. Et donc, on était avec des rhums guatémaltèques, vénézuéliens, beaucoup de rhums, donc tous des rhums avec des pays producteurs de mélasse. Et on a été capable d'aller gagner la médaille d'or. Donc, c'était une grande fierté parce que c'est un très gros travail que de fermenter, distiller. On le distille donc sur charentais 2 fois. J'utilise pas la colonne pour lui. J'utilise vraiment le charentais en double distillation. Donc, on fait une fermentation. Nos vins de fermentation sont entre 12 et 14% d'alcool. On le distille une première fois. On va obtenir ce qu'on appelle les brouillis. Et puis, nos brouillis sont entre 25 et 29% d'alcool. Et ensuite, on redistille tous les brouillis. Et là, c'est ce qui s'appelle la bonne chauffe. Et nous, notre cœur de chauffe de la bonne chauffe, donc on élimine les têtes, hein, vous êtes tous au courant de ça. Notre cœur de chauffe, on le coupe à 62% d'alcool. Et après ça, on garde les queues qu'on accumule et qu'on repassera ensuite dans d'autres distillations. Et donc, ce cœur de chauffe-là, ensuite, on le laisse s'affiner quasiment 6 mois de temps en cuve pour l'affiner tout doucement avec notre eau de coupage. Et on l'amène à 43 tout doucement avec quelques chocs de température.
toutes nos fermentations se passent donc à la distillerie, fermentation à basse température, parce que la distillerie en ce moment il fait 14 degrés. L'été, évidemment, on arrive à 19, mais avec des fermentations très 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 lentes. On utilise les mêmes levures que chez Damoiseau. C'est Hubert qui m'a donné ça. Et puis là, on commence à travailler avec d'autres levures. Je vais vous expliquer un petit peu après quand on va déguster d'autres rhums. Donc, au nez, on est dans un nez qui est vert, qui sent la mélasse. Moi, je trouve qu'il y a il y a même un petit peu des petites notes d'olive derrière. On peut très facilement se faire avoir, se tromper pour un rhum de mélasse ou pas. C'est un nez vraiment présent. On sent aussi que on n'a pas tiré sur les queues. Le cœur de chauffe est vraiment resté intact à 62, avec un affinage vraiment bien. On le filtre à peine pour qu'il puisse garder ce gras. On voit qu'il y a un gras qui se pose sur le verre, avec un nez vraiment très aromatique, très fort, qui nous amène vraiment des notes de mélasse, de réglisse noire aussi. On en parlait tantôt avec les gens se connectent. Là. Moi, je trouve qu'il y a un côté qui me rappelle beaucoup les rhums jamaïcains, les rhums blancs jamaïcains, entre autres. Moi, c'est des rhums que j'apprécie beaucoup. Puis je retrouve vraiment ce petit côté-là aussi de fruits assez mûrs. Ouais, de fruits confits. Hein. Oui. Ouais. Moi, il y a même des notes un peu de pruneaux confits Oui. que je trouve avec en bouche une longueur. Moi, j'aime beaucoup le rétroactif qu'il y a avec la mélasse qui reste en bouche longtemps. Pas d'assèchement du palais, rond. C'est un rhum qui, quand on regarde les notes de dégustation qu'on a eues pour Bruxelles, est allé chercher des 89, 91, 92, avec des jurys. Il y avait des jurys du Brésil sur le concours, sur ce rhum-là. Et on est passé très très proche de la grande médaille d'or avec. Lilian, j'avais des questions dans le chat. On a Bruno aussi qui nous demande le temps de fermentation. On a des fermentations très lentes qui se passent entre 1 semaine et demie à 2 semaines. OK, wow. Donc nos levures travaillent vraiment tranquillement. Ça, c'est vraiment tout le questionnement que se posent les gens de Marie-Galante, là, parce qu'eux, ils fermentent en 24 heures, 48 max. Là. Ouais. Et quand je leur dis comme ça, ils me disent, mais comment tu fais pour avoir du froid? Je dis, ben, quand c'est en hiver, c'est pas compliqué. J'ouvre la porte du garage à moins 15, je te jure que la levure, elle s'amuse pas trop. Hein. Et quand c'est l'été, ben, on arrose un peu les cuves avec de l'eau froide. On a un récipient d'eau froide qui se fait constamment, qui passe à travers les cuves. Donc voilà, généralement entre 12 et 15 jours max dans les fermentations. OK, c'est surprenant. Wow. D'où ces notes vraiment rondes, toutes belles. Pas d'empyromatique, parce que ça ne se transforme pas d'un coup rapidement, où la levure, elle mange tout ce qu'il y a sans faire le tri. La levure, elle travaille vraiment doucement. Je sais pas si vous voyez, c'est mon laboratoire, j'ai le microscope. Quand on regarde, là, après une dizaine de jours, elle continue à être active, tout doucement, tranquillement. Voilà. Super. Donc, j'ai aussi Dominique qui pose la question à quelle température le contenu fermente? Moi, mes fermentations, elles partent à 19 et elles montent jusqu'à 28. On le sait que les levures au-dessus de 30, 32, là, ça commence à être beaucoup moins actif. Donc, je pars tout le temps sur une base assez basse et puis après, ça augmente tranquillement. Je prends 10 degrés à peu près. OK. Puis, on avait aussi la question, là, Dominique demandait comment avez-vous réussi à trouver les approvisionnements en mélasse étant les pionniers au pays? Vous étiez comme dans les premiers vraiment à distiller de la Ouais. mélasse. Ça, il faut rendre ses lauriers à César. C'est mon associé Stéphane Dion, qui fait de l'insomnie et qui regarde partout dans le monde ce qu'il peut acheter comme une base sucrée. Et il sait que quand il me l'envoie, ben moi, ça reste pas longtemps là. Tout de suite, je fais des tests. Et pour la petite histoire, il faut savoir que le plus gros producteur de mélasse en Amérique du Nord,
c'est chez Cosby, au Nouveau-Brunswick. Et très rapidement, on a pris contact avec eux pour avoir un approvisionnement direct. Cosby, c'est lui qui fournit la mélasse aussi chez Dare pour faire les pâtes d'ours. Et donc, on a un approvisionnement constant en mélasse de leur part. Ah, c'est bon. On leur envoyait des bouteilles de rhum. On leur a dit voilà ce qu'on fait avec votre mélasse. Ils étaient tellement contents que, que du coup, on a établi vraiment un partenariat avec eux pour être sûr d'avoir tout le temps le stock qui s'en vient. Donc là, on est en train de négocier pour que ça soit plus en tote, mais en camion citerne pour qu'on puisse réceptionner la mélasse comme on le fait pour le sucre de canne. OK. J'avais une question aussi un petit peu peut-être plus geek. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en parler ou si vous avez ces résultats-là, mais je me demandais si vous connaissez la teneur en ester de Sur les esters, Ouais. non, Si vous avez. je l'ai pas, mais pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de le faire au Canada. OK. Et par contre, j'ai Olivier Chapt à Cognac, qui est un des plus gros labos en Europe, qui est un ami, à qui je prépare en ce moment des échantillons pour envoyer, parce que je veux avoir toute la chromato de tous les alcools et tous les éléments. Donc, il faudra me revenir dans 1 mois et demi, puis je pourrai te dire tout ça. OK. Ah, ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais. Parce que juste au nez, juste le petit côté, je trouve, jamaïcain, là, j'ai l'impression que c'est un rhum qui est quand même assez riche en Ah, il est substances très, très volatiles riche. et en Hein. ester. Oui, très, Il très est très, riche. très riche. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Très intéressant. Donc, on a dans les commentaires, on a Bruno qui dit que oui, on sent qu'il est assez lourd, ce rhum-ci. Puis oui, on n'est vraiment pas sur un rhum léger, là, c'est vraiment intéressant. Ouais, ouais. Alors lui, en cocktail, chaque fois qu'il est utilisé en cocktail, il se marie vraiment très bien avec tout ce qui est jus d'ananas. C'est comme c'est vraiment génial. Il y a le bar Saint-Denis là qui fait des super cocktails avec ça. Euh, c'est vraiment agréable. On a sur notre site, pour ceux qui sont intéressés, on a 2 mixologues en résidence à la distillerie qui travaillent en ce moment avec nous, qu'on a décidé un peu de prendre sous notre aile parce que les temps sont durs pour les barman et mixologues. Et on a toute une série de cocktails qui existent avec tous nos rhums sur notre site internet. Donc pour ceux qui veulent essayer, allez voir notre page Facebook de la distillerie de Montréal. Profitez-en pour nous faire un petit like, là, ça sera sympa. Et puis sur Insta aussi, il y a constamment des recettes qui sont déposées. Ah, j'avais pas vu parce que je suis trop loin, puis j'avoue que ma vue a un peu baissé. Je vois les commentaires qui passent. Ok, c'est cool. C'est bon. C'est bon. Pas facile de vieillir. Hein. Non, je comprends ça. Donc, on a Richard qui dit que bon, c'est un blanc qu'il aime. Beau boulot. Ça, c'est Maxime. Merci, Mais oui, vraiment, c'est vraiment un blanc, je trouve vraiment intéressant. merci, merci. Ça, c'est la mélasse dite de fantaisie. Hein. C'est vraiment, on a 2 fois plus de rendement alcoolique avec. Et puis, sincèrement, c'est du bonbon. Je le mets à 43 parce que c'est les taxes de la SAQ qui font mal quand on est au-dessus de 40 déjà. Mais sincèrement, à 48, il est extraordinaire. Quoi. Ma réserve à moi, c'est 55, je vous l'avoue. Là. Oh! Mhm. Ça serait intéressant, mais je sais que c'est compliqué justement avec la SAC et tout, mais ça serait intéressant Ouais, d'apporter ça, une version pour les grands amateurs, là, une version ouais, à tout à 3 fait, degrés. tout à fait. Ouais. Ça doit être délicieux. Mhm. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va pouvoir passer au prochain, Parfait. le Rosemont épicé. Le rosemont épicé. Alors, le Donc, on va rosemont aller dans un épicé, autre registre. là, on va dans un autre registre qui, pour les amateurs de rhum blanc, pour beaucoup d'entre vous, ça va pas être votre rayon. Là. Mais en tant que distillateur, on doit gagner notre vie. Et c'est un rhum qui est en fait, c'est lui qui nous porte à la distillerie depuis maintenant 2 ans. C'est vraiment lui qui nous tire vers le haut.
c'est lui qui a gagné un prix à l'ISSS. On est vraiment très très proche de la médaille avec l'ISSS parce que celui qui gagne devant nous est à 0,3. Les organisateurs, Louis Martigues et puis Cyril Malde, m'ont contacté pour me dire tu sais, il faut le renvoyer l'année prochaine parce que sincèrement, tout le monde a dit que c'était vraiment le top et que c'est comme même extraordinaire d'obtenir quelque chose dès la première année. Euh, Lui, c'est dans les alcools à la distillerie celui qui donne le plus de travail à faire. Pourquoi? Parce que c'est la recette du Sainte-Marie originale, mais qui a été repimpée, où j'ai voulu aller plus loin que ce qui était fait au départ, et puis surtout me démarquer de ce qui est fait maintenant avec Sainte-Marie. Donc lui, c'est un rhum qui est fait à base de mélasse, mais de la mélasse verte, et dans lequel, une fois qu'on l'a distillé, on introduit des canneberges. Donc en cuve, les canneberges sont infuses dans le rhum, et après une semaine et demie, on prend les canneberges, on les met dans le pressoir. Je ne sais pas si vous avez vu, on a un pressoir là-bas, comme un pressoir à vin. On met les canneberges dedans et on les écrase. On les écrase, ça nous fait quasiment une galette. Ces canneberges-là, on les donne ensuite pour faire des gâteaux aux fruits. Euh, il y a un organisme qui va le récupérer, et puis ça va pour faire des gâteaux pour l'accueil Bono. L'accueil Bono, on fait ça avec le Montréal Plaza. Il y a 2 dollars qui est redonné sur le prix des gâteaux. Une fois qu'on a nos canneberges qui sont introduites avec le rhum, je l'affine tranquillement. On met du caramel que l'on fait nous-mêmes avec notre propre sucre de canne. On fait chauffer, on fait notre caramel, on le met, et vous voyez que cette couleur-là, un petit peu ambrée, mais qui tire un petit peu sur le rose, parce que les canneberges sont quand même là. Une fois qu'on a ça, on introduit les épices. Une fois qu'il est à 40, j'introduis les épices. Et là, pour les épices, c'est vraiment tout le temps une nouvelle donne, parce qu'on ne travaille qu'avec des épices naturelles. Je pourrais quasiment les vous montrer dans les cuves en bas. Il y a un panier qui est en train d'infuser, là, avec piment oiseau, fenouil, sumac, poivre de compote, vert et blanc, et racines de réglisse. Et donc, ce rhum-là, on le laisse infuser. Et une fois que les épices ont donné tout ce qu'il fallait, on retire les épices et on embouteille. La batch que vous avez là est un petit peu un clin d'œil à Noël. J'ai mis de l'anis étoilé dedans. Donc, vous allez peut-être le trouver anisé, mais la recette originale, c'est pas ça. Moi, je l'aime bien comme ça aussi. Mais promis, je vais revenir à la recette originale. On vient d'envoyer 500 caisses en recette originale. Donc, au nez, quand on le sent, pour moi, là, c'est la pâte d'ours. C'est vraiment le biscuit, pâte d'ours, quand elle fermente, la mélasse verte, là, ça sent partout, 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 le biscuit à la mélasse. Avec le caramel, vous allez voir, il y a un côté onctueux qui tapisse vraiment toute la bouche. Il prend vraiment toute sa place. Il est rond, il est vraiment onctueux. Pas trop de sucre, parce que j'ai horreur des choses trop sucrées. Juste assez selon moi. Vous allez voir, l'autre, il y en a encore moins. Et puis, ben, il y a les épices qui embarquent en rétroaction. Donc, on sent un petit peu le petit fenouil, mais surtout, il y a le piment oiseau qui est là sur la fin de la langue, pas sur le devant, mais en arrière de la langue, qui embarque tout doucement sur dans le palais. C'est un rhum dont je suis fier, qui, je sais, n'est pas la gamme des grands amateurs de rhum, mais pour le travail qu'on met dedans, pour l'effort que l'on fait à le réaliser, j'en suis très fier, parce que on est ailleurs qu'un Fireball, on est ailleurs qu'un Captain Morgan Spice, c'est lequel, la Cellar et Jerry, là. On n'est pas dans des excès d'arômes artificiels, il y a 0 arôme artificiel dedans. J'ai voulu sortir de la vanille, du caramel et tout ça, et puis lui donner vraiment une touche québécoise avec la canneberge. Voilà pour le C'est vrai rosemont qu'on épicé.
On n'est vraiment pas dans le standard pour un épicé, ça qui est vraiment intéressant. Il est très différent Ouais. de ce qu'on retrouve sur le marché, hein. Oui, je voulais vraiment aller ailleurs. On a Bruno dans les commentaires, puis il a totalement raison. Il dit c'est quand même subtil le piment, mais ça apporte un petit punch. Puis c'est vrai que c'est intéressant ce petit côté-là, là. Ouais, et puis ça, c'est très compliqué parce que les piments oiseaux n'ont jamais la même densité, hein. Si je travaillais avec des arômes liquides, ça serait facile. Je mets 3 tasses de piment oiseau, 3 tasses de ci, puis ça serait réglé. Mais là, moi, je me fournis chez Anatole et chez Épices du Cru. Et bah, en fonction de l'année, de la chaleur, de la sécheresse, on n'a jamais les mêmes épices. Et donc, il faut tout le temps, c'est un dosage, il faut goûter. Donc, il y a une règle d'or qui dit qu'on introduit les épices le matin et on goûte toute la journée. Et quand on part le soir, on retire les épices, quitte à les remettre quand on revient le lendemain, mais on ne les laisse pas la nuit, quoi. Parce que vous faites piéger, vous revenez, c'est un truc qui arrache la bouche, c'est plus pareil. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre avec les épices. On a j'ai une petite question ici là, que j'ai reçue en privé qui sort un petit peu du contexte, mais je pense que ça peut être quand même intéressant. On a Richard qui demandait, qui est curieux d'en savoir un petit peu plus sur votre whisky. Étant donné que vous produisez un rhum qui est si divin, il serait curieux à propos d'en savoir un petit peu plus par rapport à votre whisky. Sur le whisky, ouais, c'est bon, ça tient. Québec Rhum qui me pose des questions sur le whisky, va peut-être falloir mettre 2 noms là, Québec Rhum Whisky. On est ouvert à Euh, tout. c'est bon, c'est bien, c'est bien. Pour le whisky, Richard, eh ben, on a travaillé qu'avec des fûts québécois, euh, avec une base. Nous, on a vraiment fait un bourbon, hein. Donc avec une base de maïs, de l'orge et du blic qui viennent de Saint-Constant, qu'on a distillé nous-mêmes. Et en fait mis en tonneaux de chêne québécois, fait par des tonneliers québécois. Notre whisky a gagné la médaille d'argent au concours international des spiritueux de Bruxelles. Première fois qu'un whisky québécois gagne à l'international. Et surtout, avec à la table, les jurys, il y avait un Écossais et un Irlandais. Donc, quand j'ai reçu les notes du whisky et que j'ai vu qui était à notre table, là, j'ai fait, oh, OK. Donc, c'est quand même vraiment agréable. C'est pas du tout les mêmes fûts qu'on utilise pour les rhums, puisque les fûts qu'on utilise pour les rhums, c'est souvent des fûts français. Là, c'est du fût vraiment toasté numéro 3 et 4 pour notre whisky. Donc, il faudra soit venir faire une dégustation, soit passer à la distillerie ou je sais pas. Je pense qu'il reste quelques bouteilles en SAQ, mais elles sont très rares. On doit ressortir un nouveau lot, mais on arrive sur les 3 ans pour notre nouveau lot dans un mois. Super. Donc, si on revient un petit peu sur notre homme épicé, là, les commentaires, c'est assez tous dans le même sens, hein. Les gens sont quand même surpris, les gens semblent bien l'aimer. Puis, dans les commentaires, là, je vois que les gens aussi ont le même feeling, là, qu'on est un petit peu, on sort un petit peu des sentiers battus, des rhums épicés habituels qui sont beaucoup sur la vanille, sur le caramel. Ouais, Euh, ouais, ce que je ne voulais pas du tout faire, quoi. c'est bien parce que le Parce que, marché est beaucoup saturé dans ces types de spice rum-là. Donc, c'est tout à intéressant fait. d'avoir un produit différent. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Puis, sincèrement, je trouve que de travailler avec une mélasse verte, là, ça amène vraiment une espèce de rondeur. Puis, ce qui plaît beaucoup, ce qui revient beaucoup, nous, sur nos forums, là, c'est que les gens cuisinent avec aussi, quoi, quand ils utilisent le rosemont épicé, parce que c'est vraiment des notes auxquelles le Québec est habitué, la mélasse, les biscuits à la mélasse et tout ça, là. Donc, c'est vraiment plaisant. On a une autre question. Et on Ouais. a Dominique, puis je vais même renchérir à sa question. Je trouve ça intéressant. Dominique pose la question, le chêne québécois est-il proche du chêne américain? Puis j'aimerais savoir aussi s'il y a une bonne différence avec le chêne français aussi. Oui, alors le chêne québécois, c'est du chêne blanc, hein, qui vient de la vallée du Saint-Laurent. Oui, il ressemble beaucoup au chêne américain. En fait, c'est la même espèce de chêne, mais je suis un peu un puriste. Je voulais travailler avec le Québec. J'aime ça faire des choses 100% Québec. Donc oui, il ressemble énormément au chêne américain. C'est la même espèce. Le chêne français est différent. Il y a des noms, hein, pour les différents chênes. C'est du Cécile en France. Le français va vous amener des notes de noisette, va vous amener des notes un peu
de, 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 de bois, mais vraiment très subtil, d'accord? Pour ceux qui aiment les Bordeaux en vin, là, ou le Bourgogne, va amener des notes vraiment un peu noisette, un peu cristallin, tandis que le chêne américain, on est vraiment dans les notes de vanille. Quand il est toasté, le chêne américain, c'est de la vanille. C'est la vanille mais à plein nez, quoi. C'est vraiment impressionnant. Euh, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire vieillir ces alcools dans les deux types de chênes et de faire après des assemblages. Super. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions sur le rhum épicé Rosemont? Gênez-vous pas. OK, je pense que ça fait le tour. C'est bon. C'est bon? Donc, Lilian, t'as tout dit. C'est bon, là, on va déguster l'après-ski. Alors, l'après-ski, c'est déjà, vous allez voir qu'il est à 37% d'alcool. Donc, il y en a qui vont dire parmi vous alcool de femme. Non, non, faut pas. Euh, Pourquoi je l'ai mis à 37? Parce que j'ai souvent les commentaires de dire que les alcools sont trop forts et qu'on perd les arômes. C'est pas tout le monde qui est habitué pour prendre un palais de 55 à 60% d'alcool, voire même 48, 45. Et, euh, et en fait, pourquoi 37? Parce que quand je marie la cannelle et le gingembre ensemble, si je vais à 40, il y en a l'un ou l'autre qui ressort. À 37, je suis vraiment capable de jouer entre les deux. Pourquoi il s'appelle l'après-ski? Pour la petite histoire, je fais des formations à chaque année avec les étudiants de l'ITHQ, les futurs sommeliers et les futurs chefs. L'ITHQ, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et ils viennent avec leurs professeurs, Kathleen McNeil et Hélène Fortin. Et ils viennent ici, une quinzaine, et on passe un bon 2-3 heures ensemble à faire des dégustations, à comprendre la distillation. Je distille pendant qu'ils arrivent, donc ils peuvent goûter, comprendre, faire les coupes, les têtes, les queues et tout ça. Et j'avais dans un Erlenmeyer, comme vous devez voir là-bas au fond, des bâtons de cannelle qui infusaient avec un peu de gingembre. Et puis, il y a des étudiants qui me disent, ah, c'est quoi ça? Est-ce qu'on pourrait goûter? Et je leur fais goûter et je leur dis, ben, j'essaie de faire un truc qui rappelle ma région parce que dans les marchés de Noël en Alsace, il y a énormément de vin chaud, puis ça sent la cannelle un peu partout. Les gens mettent un peu de gingembre, des rondelles de citron. Je dis, puis j'aimerais être capable de faire un rhum qui puisse rappeler un peu l'ambiance de Noël et tout. Et les étudiants ont goûté ça et il y en a 3 qui ont sorti en même temps. Ah, ça serait parfait après le ski. Et donc j'ai dit, bon, ben, on vient de trouver son nom, il va s'appeler l'après-ski. Et c'est parti de là. Et j'ai développé la recette euh, comme ça, tranquillement, en faisant des tests avec la même mélasse que pour le Rosemont épicé et avec donc des bâtons de cannelle. Hein, c'est des bâtons de cannelle entiers. Si vous venez là dans la batch, il y a un panier, c'est une trentaine de bâtons de cannelle. Mais moi, la cannelle, je veux pas que ça soit. C'est quelque chose qui m'agresse un peu normalement dans les pâtisseries, dans les alcools et tout ça. Je voulais qu'elle soit assez subtile pour qu'on l'ait au nez, mais plus en bouche et que ça soit le gingembre qui embarque après. J'aime beaucoup le gingembre, le côté piquant. Je suis un grand fan des Moscow Mule et tout ça. Et, euh, et donc, on a récupéré à peu près 6 tonnes et demie de gingembre qu'on a fait infuser, qu'on a distillé. On a fait un alcool de gingembre. Si vous venez à la distillerie, j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vu sur le gingembre. C'est quand vous le distillez, à un moment donné, il fait de l'huile, mais une huile noire, 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 qui flotte au-dessus de votre alcool et qui est mais aromatique. Là, j'ai un seau là, de 25 litres. Si je l'ouvre, ça sent pendant une journée juste le gingembre. Que je vais réutiliser à un moment donné, c'est sûr, je vais faire des bitters, je vais faire quelque chose avec. Mais c'est vraiment impressionnant comment ça sent. Et donc, j'ai à peu près 1200 litres d'alcool de gingembre à 65%. Et quand je fais ma recette d'après-ski, je mets même pas 10 litres dedans et le gingembre prend toute la place. Donc, pour moi, c'est un alcool vraiment sympa à boire au bord du feu, tranquillement avec les amis, qui se marie très bien en cocktail aussi, qui est en train de prendre tranquillement sa place sur les étagères de la SAQ. On a un très bon retour de la part des gens dessus.
il a beaucoup moins de sucre. Le caramel que l'on met nous-mêmes avec notre canne à sucre, avec notre sucre de canne, pardon, c'est un tiers de moins que ce qu'on met dedans. Donc, je le voulais vraiment très léger pour garder vraiment tous les arômes. Donc, au nez, vous avez vraiment des notes de cannelle. C'est comme indéniable. Vous allez voir en bouche, la cannelle laisse sa place au gingembre, puis il y a un petit côté qui chauffe, comme si on prenait le fameux gingembre des sushis, là. Ah, il est là, ouais. Donc, après ski, encore quelque chose qui se démarque complètement de ce qui se fait. Je veux dire, on n'est pas dans l'arôme artificiel, hein. Il y a pas, on n'est pas Fireball, là. Moi, je le trouve très subtil. Je le prends, moi, je prends tous mes alcools, pas de glace. C'est ça, pour moi, le test. Très clair, il est plus clair on le voit, hein, que la canneberge amène des notes un peu plus rosées. On n'est pas dans la même couleur. Voilà quoi. Il y a une longueur en bouche, là, je ne sais pas si vous la sentez. On est à quoi? On est à 15 secondes, là, 15-20 secondes de dégustation et il est encore là. Il y a le gingembre. Ouais. Il y a Bruno qui pose la question, est-ce que ça a été filtré? Parce que lui, il dit qu'il y a moi je l'ai aussi, on a des petites particules dans le verre. Ouais, tout à fait. Alors en fait, normalement, on est obligé de mettre avec la SAQ filtré légèrement pour contenir du dépôt. C'est le gros débat qu'il y a. C'est que si je les filtre trop, on perd énormément de saveur et de gras dedans. Donc, comme les bières sur lit, la maudite, tout ça, là, comme les grands vins, comme les grands cognacs ou les calvas, c'est normal qu'il y ait du dépôt. On doit même en avoir. C'est un gage de qualité. Ça veut dire que je n'utilise pas d'arôme artificiel. Vous comprenez? Parce que le bâton de cannelle, oui, il développe une petite poudre parce que oui, le gingembre donne aussi un peu de gras, hein. Quand je mets mon alcool de gingembre, ça devient tout blanc partout. Donc, le dépôt est tout à fait normal. C'est même un gage de qualité. On est en train de travailler sur des nouvelles bouteilles qui vont être un peu foncées et on va régler le problème. C'est Christian Vergier qui m'a donné le truc là. Parce qu'en fait, lui, il fait Generous Gin et dedans, il y a du dépôt aussi. Et la bouteille, elle est toute blanche, zébrée, personne ne peut rien voir. Voilà. Après, la SAQ sont parfois chatouilleux sur ces petits dépôts-là où il y a Oh, oh ouais, je peux vous population. dire que, ouais, ouais, je peux te le dire que le service qualité étiquette, là, ils m'ont dit, même si ça apparaît sur la bouteille, blablabla. Donc, oui, oui, on a dit, mais là, on va le régler sur un nouveau système de filtration aussi. Ouais, c'est bien. On va faire une pré-filtration, mais je démordrai pas que je veux pas le filtrer comme un fou pour avoir un truc tout clair, tout net. Parce que c'est comme de la bière, si tu achètes une bière de garde, là, de la gueuse ou des bières sur l'île, tu as besoin d'avoir un dépôt, là. Ouais. Tu ne veux pas Ouais. perdre d'arôme là, dans ta filtration. Mais non. Puis, pour tes ces deux rhums épicés-là, c'est vraiment à base de rhum blanc ou tu as des rhums vieillis aussi au travers? Ben, dedans, ils passent les deux. Tous nos rhums passent en tonneau, hein. OK. Donc, en tonneau, et puis on fait des assemblages après sur. Je peux vous montrer. Je voulais montrer le chai, mais je pense que je peux le remontrer vite. Oui. Je vais le laisser sur pied. Hop. Si vous regardez là, vous pouvez voir un peu tous les tonneaux qu'il y a là. Donc là, il y en a déjà à peu près 75. Et puis, bah, il y en a de l'autre bord. On a à peu près 230 tonneaux à la distillerie de Montréal. Donc, vous voyez, mon chai dehors est juste là. Donc, il est collé contre la paroi. Pas d'isolation parce que je veux que mes alcools aient le plus de choc thermique possible. Donc, en hiver, il fait -5 quasiment. Je suis allé prendre la température dans le chai, là, puis on était à moins. À un moment donné, c'est monté à -12, c'est descendu à -12. Et puis, l'été, ben, ça vient quand même, il y a quand même du degré aussi, quoi. Bon. Voilà. Voilà. Oh, attendez, je vais mettre de l'autre bord. Je retourne la caméra.
C'est bon, Voilà. je vois bien. On avait aussi une autre question dans le chat, puisque la réglementation canadienne est différente de la réglementation européenne. Donc, on Mhm. avait Dominique qui posait la question, c'est quoi le minimum de pourcentage d'alcool que tu peux descendre pour garder l'appellation rhum sur ta bouteille? Normalement, on n'a pas le droit de descendre en dessous de 30% d'alcool, je pense, selon la SAQ. Hein, c'est là la différence, qu'en Europe, eux, c'est à 40. C'est 40 exactement. Ouais. Oui, et puis au Canada, on est la seule région au monde où les alcools doivent être filtrés au charbon pour les ramener blancs, après être passés en tonneau pour la fameuse règle de carbamate d'éthyle. Même si tu fais des rhums de mélasse qui a zéro carbamate d'éthyle, ils t'emmerdent. Donc c'est un peu ridicule là, mais bon. Ça, c'est dommage. Oui, ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Ouais. Donc, Maxime qui demande aussi 12 mois de vieillissement minimum aussi pour avoir l'appellation rhum. Tout à fait. Mm. C'est un an en tonneau, obligatoire. Ça, c'est pas juste une norme là, au Québec, là, c'est vraiment une norme canadienne. Là, Canadienne. Ouais. Mm. Oh, oui. Des fois, on a tendance, des fois, les gens, on le voit, nous, dans notre forum, les gens, des fois, ont tendance à chialer sur la SAQ pour ces choses-là. Mais il y a beaucoup de choses que la SAQ se base sur des normes qui sont canadiennes. Tu sais, comme pour ce qui est du carbamate d'éthyle, c'est pas la SAQ qui le demande, c'est étant donné que la Santé Canada juge ce produit-là dangereux pour la Ah, santé. La C'est SAQ, san- c'est Santé Canada, mais c'est surtout qu'on a une famille au Québec qui s'appelle Bronfman, enfin au Canada, ouais, il y a ça qui, aussi. qui produit Captain Morgan et tout ça, puis que c'était le moyen de faire une protection sur ces alcools en imposant ça aux autres pays pour être sûr qu'il n'y a personne qui vienne concurrencer le pays sur ces alcools, quoi. Ouais. Ça s'appelle du protectionnisme. Et ils sont très forts. Ouais, vraiment, vraiment. Dominique pose la question, donc le Rosemont blanc a aussi un an de vieillissement, puis Mhm, le blanc, la couleur blanche vient de la filtration. exactement. Donc, je ne sais pas si on aimerait savoir vos commentaires, peut-être si vous voulez dans le chat ou s'il y en a qui veulent s'exprimer aussi sur les rhums épicés. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de déguster avec Québec Rhum, mais c'est ça qui est cool. Nous, on essaye de parler de tous les rhums, tous les types de rhums. Donc, Mhm. je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir de la variété à ce niveau-là. Ouais, parce que si vous regardez sur les plus gros vendeurs sur la planète en Rome, c'est souvent du spice, hein. Ouais. Mhm. Ah, Bruno qui est curieux de savoir de quoi a l'air le Rosemont blanc avant la filtration. Est-ce qu'il est beaucoup Non, il est très sur très le coup? clair. On essaye d'aller sur du tonneau qui a déjà été pas mal, qui a déjà donné beaucoup beaucoup de tanins pour pas influencer les OK. arômes qu'on veut garder. OK. Puis, tes fûts que tu utilises, c'est environ 200 litres que tu as ou plus gros? Ouais, c'est tout des 220 litres. OK. On a quelques petits fûts de 60 litres, Oh, 100 litres aussi. Les petits fûts de 60 litres, ça c'est pour les eaux de vie de fruits. Puis des 100 litres, je suis en train de faire un projet avec des tonneaux de châtaignier là. OK. Voilà. C'est ça. Donc, on a des commentaires dans le chat, là. Bruno Atoute qui dit j'apprécie la rigueur de la démarche, même si je ne suis pas un fan de rhum épicé. Donc, oui, Merci. tout à fait d'accord. C'est assez intéressant de voir tout ça. Tu sais, moi non plus, je ne suis pas un fan de. Chacun ses goûts, mais je ne suis pas un fan de Spice Rum, mais c'est vraiment intéressant de voir la démarche et de voir aussi ces rhums-là qui sont différents de ce qu'on retrouve habituellement, là. Mhm. Ah, on a dans les commentaires Pierre qui dit l'après-ski sûrement bon avec un gâteau aux fruits. Ouais, J'en doute pas. exactement. Je suis invité pour être juré à l'ITHQ le 16 avril, parce que les sommeliers et les cuisiniers font leur examen final, donc ils présentent un accord mets et vin pour les sommeliers, puis les chefs préparent quelque chose et ils ont décidé d'utiliser les rhums de la distillerie. Cool. Il y en a un qui fait quelque chose avec le pastis, donc on va voir ce que ça donne.
Ah, cool. On a une question ici. Les tonneaux québécois qui sont utilisés, est-ce qu'ils ont été faits exclusivement pour vous? C'est Réal Boudin qui fait ça. Je pense que je suis pas mal le seul à lui en avoir commandé. Après, je connais pas les autres au Québec. Je sais que Distillerie Saint-Laurent a aussi commencé à bâtir un chai, mais d'où proviennent leurs tonneaux, je ne le sais pas du tout. OK. Réal me disait que il y a chez 16 Rack qui lui en commandent beaucoup en ce moment des tonneaux. OK. Mais 16 Rack, eux, ils sont sur les whisky et le gin. Puis peut-être avant de passer à nos deux exclusivités, je ne sais pas si tu voulais mentionner, il vient d'apparaître dans le prix, si tu voulais parler des prix de tes rhums qui sont disponibles en SAQ. Alors les prix, vous me prenez un peu de cours. Je pense que lui, il est 40. Lui, il est 37 et 25 et 37 et 75, quelque chose comme ça. Et le rhum blanc, il est à 43 $. C'est bon. Donc, on C'est est dans des facile, produits qui c'est sont... c'est facile, c'est le degré d'alcool. C'est mon truc pour m'en rappeler. Donc, on est dans des produits qui sont quand même assez abordables. Je sais que c'est Ouais, difficile on pour les essaye, créateurs québécois. on essaye, on essaye. Je sais que c'est pas facile. Ouais, c'est sûr qu'on est toujours plus cher que du Cellar and Jerry ou du Fireball. Là, c'est sûr qu'on sera toujours plus cher qu'eux, mais voilà quoi. Mais c'est intéressant parce qu'aussi, avec les explications, on comprend aussi pourquoi c'est plus cher. On comprend aussi la Mhm. démarche, de ne pas travailler Juste avec en, des... juste en prix de canneberge qu'on achète là chez Fruits d'Or, on est limite rentable, hein. Ah oui, OK. Ouais, ouais, ouais. Juste, je vous dis pas le prix du 6 tonnes et demi de gingembre. On va l'amortir. Ouais. Est-ce que vous vendez aussi de vos rhums à l'extérieur du Québec? Est-ce que vous exportez? On est en train de mettre ça en place. On a monté une agence en France. On a 2 représentants qui sont allés faire les différentes maisons. On a des commandes fermes pour la Belgique, puisque quand j'étais à Bruxelles pour le concours international des spiritueux, il y a 2 acheteurs qui ont vraiment adoré le rosemont épicé et l'après-ski. Et en France, c'est les stations de ski, Avoriaz, Chamonix et tout ça, là, qui le voulaient pour les soirées, mais la Covid n'aidant pas vraiment, on a un peu mis ça sur la glace. Mais pour l'instant, on a 3 commandes fermes sur notre vodka et sur les rhums. Ah, c'est bien. Ouais. Donc oui, ça va se faire. La Belgique, on a beaucoup de demandes de la Belgique parce que forcément, ils ont vu les prix qui ont été gagnés là-bas. Puis ça a amené vraiment tout un engouement. Donc on est en train de mettre ça en place. Toute la juridiction est terminée, tout est prêt. L'entité est composée et on doit expédier un container. On attend qu'il y ait une autre commande pour que le container puisse être envoyé. OK. Et il y a l'Ontario qui est intéressé. On doit les rencontrer 1er et 2 mars pour l'épicé. OK. La MAPAC a mis en place un truc sur les spiritueux, là, puis il y a 3 acheteurs qui ont demandé pour l'épicé. Ah, c'est bon. Ouais. On a une autre petite question. Je n'avais pas remarqué, mais donc Maxime pose la question, que signifient les chiffres 54 et 47 sur l'étiquette de chaque côté de la fleur? 54-47, en fait, ça, quand on a voulu appeler la distillerie de Montréal, avec les armoiries de Montréal, la ville de Montréal nous a dit que c'était protégé. Donc on a dit OK, mais est-ce qu'on a quand même le droit de s'appeler distillerie Montréal? Ils ont dit oui, mais c'est comme vous devez demander l'usage du logo. Donc on a dit OK, on va l'appeler Rosemont. Et là, Rosemont nous est revenu en disant c'est déjà une appellation déposée. Rosemont, c'est un quartier. Et mon associé qui est avocat et donc qui comprend les lois a dit bon, bah OK, et si on s'appelle 5447, c'est notre adresse. Et Rosemont a dit ah, bah oui, on peut rien dire si vous mettez 5447. Donc c'est notre adresse sur la rue Chapelot, dans Rosemont. Et donc, c'est juste pour ça qu'on a mis le 54-47. Ah, c'est bon. Voilà. Non pas qu'on espère encore exister en 5447, mais peut-être, on ne sait jamais, hein. On avait une autre question aussi Ouais. de Jean-Michel. Selon vous, avoir le branding Canada,
ou au Québec sur vos bouteilles, c'est un plus ou pas? C'est un plus, mais on n'est pas un pays de rhum. Donc, c'est un plus à l'exportation. Mais alors, c'est une très bonne question parce que le logo qu'on a ici, Rosemont, ça parle pour le Québec, ça parle pour en partie le Canada, mais à l'international, ça parle pas. Donc, l'agence qui s'est occupée de nous pour retravailler le branding pour l'international nous a dit va falloir que vous jouiez un peu sur le folklore canadien quand même. Donc, on leur a dit non, vous n'allez pas nous faire le coup de la chemise carottée et puis de la ceinture fléchée. Mais ils nous ont dit non, mais vous allez devoir mettre quand même un peu des feuilles d'érable. Donc, on est en train de retravailler ça en ce moment pour mettre des feuilles d'érable. Je dois quand même vous avouer que je suis un peu souverainiste, donc ça me titille un peu d'avoir une bonne grosse feuille d'érable dessus, ce qui fait qu'il va peut-être quand même y avoir quelques petites fleurs de lys à droite à gauche. C'est bon. Ouais. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme pour souverainiste. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de fédéralistes convertis et affirmés. Là, ne vous inquiétez pas, je vous aime tous. Ouais. Avec Québec Rhum, on est inclusif pour tout le monde, peu C'est importe ça, votre opinion merci. politique. Merci Péo, je commençais à patiner. Nous, tout pour le rhum. Le reste est secondaire. C'est bon. Donc, peut-être qu'on pourrait passer maintenant sur les prochains rhums qui sont Ouais. des surprises. Je pense qu'ils sont exclusives là, vraiment pour tout le monde qui sont Ah ouais, présents aujourd'hui. vous êtes les premiers à y goûter, puis je veux vraiment avoir vos commentaires là-dessus. C'est tiré directement du fût. Je l'ai affiné à 48 parce que c'était à 68, puis ça aurait été un petit peu. Donc là, on a un rhum 16 mois en tonneau. Vous voyez la couleur. Au nez, on est vraiment dans le boisé. C'est la nouvelle gamme de la distillerie. On a fait un partenariat avec une compagnie de sucre de canne et on reçoit aux 2 mois à peu près 18 000 litres de sucre de canne. Ce sucre de canne-là, donc on le dilue, on introduit les levures et on a des levures qui proviennent du Brésil pour travailler et aller chercher des arômes autres que ce qu'on fait avec nos mélasses. C'est des levures vraiment, c'est particulier, elles vont chercher mais vraiment des arômes assez dingues. Au nez, vous allez sentir le boisé sur du chêne américain. Pour ceux qui veulent comprendre vraiment le chêne américain, là, on est vraiment dedans, avec un goût de boisé assez important. On a des petites notes de vanille derrière aussi, qui sont assez agréables. Des notes de vanilline, comme on appelle. Et puis, il est brut de fût et ce que j'aimerais pour lui, c'est de le laisser vieillir encore un petit bout. On voit qu'il est très très clair, donc pas filtré, hein, rien, hein, il n'y a aucune filtration. On voit même, j'ai pompé, on voit même qu'il y a un peu de, de, de copeaux de bois qui proviennent de, vous savez, quand ils sont toastés, les tonneaux. Donc là, on est sur un tonneau qui s'appelle Quintessence. C'est IWC qui fait ça comme tonneau. Quintessence, ils font dedans des vagues. Donc, ils chauffent le tonneau et ils font des vagues dedans en grattant. Et c'est vraiment des vagues, hein, c'est vraiment sur le tonneau, ce qui fait qu'il y a une absorption et un contact beaucoup plus important avec le tonneau et avec deux chauves dans le tonneau. Donc, un numéro 2 et un numéro 3. C'est une toute nouvelle technologie que sont en train de développer cette compagnie-là. Et moi, je trouve ça sympathique, mais je considère il doit encore rester en fût, quoi. Au nez, je sais pas si vous sentez, il y a même un peu de fumée, quoi. Et on est même Ouais. dans le fumé, dans la fumaison, dans le. Alors, il y a vraiment un côté bois toasté là, qu'on a Ah au ouais, nez. boîte. Exactement, exactement. Donc, on a une 75 tonneaux à peu près de différentes. Il y a des quintessences, il y a des 2 ans, il y a des 1 an en bourbon, qui avaient déjà du bourbon, et en fût neuf. Et là, je suis en train de travailler là-dessus. Je vous ai fait aucun assemblage, je suis pas allé dans différents tonneaux pour faire l'assemblage. J'ai pris dans un tonneau. Maxime m'a dit, ça serait cool si tu pouvais faire quelque chose
d'unique, un peu pour vous. Et je suis allé là et j'ai dit, tiens, on va essayer Quintessence. Moi, je sens même un peu le caramel salé, là. Je sais pas si vous sentez ça. Oui, tout à fait. Le petit J'ai côté des notes de... salin, là, Ah subtil, là. ouais, il est salin, salin. J'ai des notes de caramel salé. Quand c'est comme ça, j'ai peur que ça assèche un peu le palais. Donc, je le goûte avec vous, hein. Waouh. Hmm. Je le trouve très charmeur. Je vais pas vous le cacher. Euh, Ça me fait même réaliser qu'on préfère aussi un rhum blanc de canne à sucre. Donc, on est vraiment dans un ambré, là. Je le trouve rond, je le trouve délicat. Il assèche un peu la bouche quand même, côté salin que vous voyez, je vais devoir faire un assemblage avec un autre tonneau pour être capable d'équilibrer tout ça. Mais je trouve qu'il a déjà vraiment un beau corps. Il est vraiment, il a vraiment un nez parfait. Je l'aime. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous là. C'est ça qui m'énerve un peu avec le virtuel là. Comment vous trouvez ça? Qu'est-ce que il est C'est quand droit même, quand même, hein? Je veux dire c'est pour vraiment un intéressant brut. parce que on retrouve un petit côté qui est tu sais, vraiment séducteur, assez gourmand, mais il y a un petit côté, le côté un petit peu iodé, un petit peu salin qui vient juste contrebalancer avec le côté fumé. Puis le pourcentage d'alcool aussi qui est quand même assez bien intégré pour un rhum aussi jeune, là. Ouais, tout à fait, hein. À 48, c'est comme Intéressant. ouh, Je ne sais pas si j'ai c'est le pas droit mal, de hein. parler, PO, là, mais. Oui, tu peux parler, Bruno. Vas-y. Mais non, moi, même pour un rhum qui est quand même assez jeune, il me rappelle des rhums, là, un petit peu côté anglais, là, où il y a souvent plus de pot still. Je parlais de Barbade dans le chat, là, puis Ouais, ouais. sans essayer de comparer exactement, mais on est quand même dans ces notes-là où le bois est assez présent, une astringence quand même importante, mais moi qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un produit qui a du potentiel là, avec un vieillissement un petit peu plus important. Ouais, je C'est pense aussi, hein. Puis vous voyez, on voit déjà qu'il vient de faire son presque deuxième hiver là avec les chocs thermiques. Puis on voit que ça amène énormément de choses là. Et puis j'ai oublié de vous préciser, celui-là il est fait sur colonne, hein, comme la perle, comme à 1710. OK. Donc il est fait sur colonne et le cœur de chauffe, je le coupe à 70 à peu près. Donc en une distillation sur colonne. Ce qui fait que ça amène vraiment quelque chose. Je voulais aller vraiment travailler le bois, quoi, vous comprenez? Aller chercher les tanins du bois, apporter la rondeur, mais on sent que c'est pas un rhum de mélasse. Je sais pas si vous le sentez. La mélasse n'emporte pas tout comme les trois autres que vous venez de goûter. Il y a vraiment ce côté, c'est très très frais, le sucre de canne à fermenter et à distiller. C'est vraiment très frais, très très charmeur. C'est pas lourd, c'est pas, comment dire, ça prend pas tout le palais, quoi. Lui, j'ai hâte de pouvoir retourner à Marie-Galante. Et puis, je veux le faire aussi déguster à Emmanuel qui travaille chez HS, c'est comment HSC, les Roms en Martinique. Emmanuel, Euh, c'est la favorite, je crois. non, c'est pas la favorite, c'est comment ça s'appelle? Non, non, c'est HSC, les Roms. HSA? HSE, pardon. Oui. HSE. Emmanuel, c'est un ami à moi du concours international des spiritueux, là. Et je lui dis que je faisais du. Et ça fait 2 fois qu'il me demande alors, et il faut que je lui poste. Mais je m'étais mis dans ma tête que j'allais aller lui porter personnellement. Je rêvais un peu de soleil, mais là, vu la Covid, je pense que la pause va faire la job, là. Mm. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience du 16 mois. Et puis, on a le rhum blanc que vous avez ici, qui est passé en chêne américain pour un 26 mois. Donc là aussi, pour tout vous dire, là, mon associé, il a vu que j'avais préparé ça, il les a même pas goûtés encore. Puis il me dit quoi? Comment ça? Je dis, non, 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 on va faire une vraie déguste là, puis je te dirai les commentaires après. Donc vous êtes vraiment privilégié d'avoir celui-là. Donc ben là, on ressent tout de suite la mélasse. Je ne sais pas si vous la sentez. On est vraiment dans deux
deux tanins différents, hein. Deux arômes différents. On est proche des... on n'est pas loin du 3 ans vraiment bien complet. Il est très clair sur le boisé. Un nez fin, si j'avais à l'évaluer en concours entre le nez, la clarté et puis la bouche, je lui donnerais déjà comme une bonne note parce qu'il est vraiment, vraiment bien clair. Et puis là, on a de nouveau les notes typiques du boisé américain, mais qui ne vient pas chercher le côté caramel salé qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a pas d'iode. Donc on voit là encore, ce n'est pas un quintessence, ce tonneau-là. C'est un fût neuf, toasté numéro 2. Vraiment plaisant sur notre rhum blanc. Par contre, en bouche, on a des notes de caramel. La vanille. Oh là là, la vanille apparaît là. Les notes de vanille sont là, vraiment présentes. Très belle longueur. À 48, je le garderai comme ça quasiment, hein. Ouais. Moi, je soutirerai presque dans pas longtemps, puis j'en ferai déjà un rhum là. Ou comment je le vois, je le mettrais peut-être en affinage sur des fûts de Bourbon, 2 ans, juste pour aller chercher les petites notes un peu de Bourbon. Je trouve ça intéressant parce qu'après un certain temps, juste en arrière-plan un petit peu, on a un petit peu des petites notes aussi de fruits tropicaux, hein. Un petit Ouais, peu sur aussi. la papaye, Moi, subtilement, le fruit de la passion. j'ai même un peu d'ananas, moi. Oui, aussi. Ouais. Oh, il y a une belle complexité. Ah, il est bien complexe, hein. Ouais. C'est surprenant pour un rhum aussi jeune. Puis, tu sais, on parle beaucoup, nous, des fois, des différents types de vieillissement entre le vieillissement tropical et le vieillissement continental. Mhm. Donc, c'est intéressant de voir quand même un produit aussi jeune, mais vieilli au Québec avec nos températures, mais aussi nos écarts de température. C'est vraiment intéressant de voir le travail que ça a créé. C'est ça qui intéresse beaucoup Emmanuel Drechou, là, c'est que avec de chez HSE, c'est que on est capable d'aller chercher des températures quand nos tonneaux sont dans du -10, là. Ça amène quelque chose que les Antilles sont pas capables d'avoir, quoi. Ouais. Et normalement, toutes les autres vies de fruits vont toujours au grenier, hein. Il faut le plus de choc thermique possible. Donc, on dit toujours l'agneau au grenier et le vin à la cave. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu garder cette idée de vouloir profiter du climat un peu du Québec, jouer sur les hivers, sur les étés. Moi, là, en deuxième nez, parce que le premier nez était encore un peu fermé, puis vous voyez, je les ai ouverts avant de faire la dégustation, les Erlenmeyer. Mais en deuxième nez, là, j'ai même des notes un peu de fèves de chocolat, quoi. Ah oui, oui. La fève de cacao, là, oui. Exactement, la fève de cacao, ouais, tout à Ouais, fait. vraiment. Ah ouais, non, il est pas mal. Et vous en pensez quoi, les professionnels, là? Pour l'instant, là, on a beaucoup de commentaires très positifs. Ouais. On a Bruno qui disait que le taux d'alcool était vraiment intéressant, qui ajoutait une belle chaleur. On avait tantôt, si je remonte un petit peu, bon, tantôt, ça c'était pour le premier. On disait que c'était très racoleur. Ouais, il est charmeur, hein? Oui. Ouais, Ah ouais, oui. vraiment, vraiment. Là, il va falloir que je me batte avec mon associé pour le garder à 48, mais ouais. Oui. Puis, donc, tu disais, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait tantôt la question, la première des deux surprises, c'est quand que ça serait commercialisé. Donc, le premier que tu parlais, que c'est quelque chose que tu aimerais faire vieillir plus longtemps, mais celui-ci, je ne me trompe pas, c'est quelque chose que tu trouves qui commence à s'approcher de ce que tu Ben, recherches. il pourrait être prêt, puis sincèrement, moi, j'ai envie de faire des gammes. C'est pour ça qu'on achète, enfin, je pousse à acheter frénétiquement des tonneaux tous les 3-4 mois. Là, pour l'instant, on en attend encore 175 qui devraient s'en venir. Parce que j'aimerais être capable d'avoir une gamme de 5, 10, 15 ans. Comprenez?
Mais pour être capable de bâtir ça, il faut l'établir, le chai, hein. Donc, il faut mettre l'épaule à la roue. Puis, une fois que la roue est lancée, on est capable d'approvisionner. J'ai des greniers un peu partout, à droite, à gauche. J'ai caché des tonneaux partout, des 220 litres, que je sais que je vais les oublier là. Puis, je fais, ah tiens, on va faire une percée des tonneaux, on va regarder. Puis, ça va être extraordinaire. Je pense qu'il serait quasiment prêt à être commercialisé. Ouais. Le temps de déposer le produit à la SAC, dans 1 an, il aura pris 1 an de plus avant qu'il le sorte. On pourra sortir à 4 ans. Est-ce qu'on attend le 5 ans? Parce que c'est quand même assez déterminant pour un 5 ans. Je ne sais pas trop, je dois vous avouer. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'il est déjà intéressant. Mais le deuxième nez est vraiment impressionnant. C'est là que je trouve qu'il prend vraiment tous ses arômes, là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ici 5 rhums. On voit qu'on est capable de décliner une gamme, de travailler sur les rhums, parce que moi, c'est vraiment ma passion, là, les rhums. Que quand je suis allé au Brésil, l'année dernière, à cette date-là, j'étais au Brésil. J'ai pu faire des distilleries là-bas. Et puis, j'ai un ami là-bas qui s'appelle Mauricio Maia, qui est comme Monsieur Cachaça au Brésil, qui m'a vraiment emmené dans l'antre même des distilleries. Donc, j'ai pu comprendre les notes, les arômes, parce qu'il faut le sentir, il faut être là comme à Marie-Galante. Ça m'a permis vraiment de comprendre c'était quoi les notes, les arômes. Le Brésil m'a vraiment amené sur une autre gamme concernant le sucre de canne. J'aime beaucoup, beaucoup le faire fermenter. Donc là, c'est pour ça que à la distillerie, on a reçu 3 nouvelles cuves quand je vous ai parlé vendredi, PO et Maxime. Là, on a une capacité de 78 000 litres au sol de fermentation. Évidemment, il y en a qui sont occupés en affinage, mais normalement, on est capable de. Enfin, pas on est capable, il est prévu que ça soit 24 000 litres de fermentation à toutes les 2 semaines qui partent, quoi, pour être fermenté. Donc, on va être capable d'alimenter le chai, de commencer à travailler. Et puis après, ça va être est-ce qu'on travaille sur des blends? Est-ce qu'on travaille sur juste des single casques issus d'un seul tonneau? Ça, c'est moi qui vais le déterminer. Christian va venir m'aider. Ça, c'est sûr. On va pouvoir se faire des bonnes virées franchouillardes là-dessus. Donc voilà un peu tous les projets dans lesquels je suis. Je dois vous avouer que j'aime énormément cet aspect-là, moi, de la distillation, les voir vieillir en tonneau. Je suis tous les jours dans le chai, à regarder, à goûter, à voir comment ça bouge. Parce que dans le chai, on a de la pomme, on a du rhum, on a le whisky. J'ai mis du gingembre à vieillir aussi, du cassis, et puis un peu tout ça, quoi. On avait une petite question qui va un petit peu dans ce sens-là. Mettons que la deuxième surprise, tu le fais vieillir jusqu'à 5 ans. À quoi tu t'attends qu'est-ce que tu t'attends à aller chercher comme arôme dans 5 ans, déjà, il n'aura pas la même couleur. Ça, c'est clair, clair, clair et net, là. Il va devenir beaucoup plus foncé. Ce que j'ai pas envie qu'embarque, c'est toutes ces notes de vanille qui parfois sont un peu agressives sur les rhums faits par le chêne américain. Donc, ce que je ferais, c'est que moi, je le remettrais en chêne français juste après, pour la dernière année en affinage. Je suis en train de travailler fort pour avoir des tonneaux de cognac. Et ce que je trouve qui ne se fait pas beaucoup sur les rhums et que le whisky fait énormément, c'est des fins d'affinage, vous savez, en tonneaux de cherry, de sauterne, de cognac. J'aimerais pouvoir faire le finish de mes rhums en fût de cognac. Puisqu'on a la porte ouverte. On a la porte ouverte sur cognac, vu qu'on est quand même des fidèles ambassadeurs, des fiers ambassadeurs de cognac avec nos alambics. Ils sont très heureux de voir qu'on amène les alambics charentais ailleurs que pour juste faire du cognac, avec notre gamme de gin, avec notre gamme on fait même du pastis qui capote un peu à cognac, là, que les alambics servent à faire des rhums et tout. Donc ils sont bien contents.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant avec le fût de chêne français, d'aller chercher un côté un petit peu plus tannique qui va venir comme juste Mhm. ajouter de quoi à ça de différent. Là. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Exactement. Il y a Plantation qui a une finition en fût de cognac borderie qui apporte vraiment quelque chose à ces rhums. Puis je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce que, effectivement, moi, je trouve que le numéro 2, il est quand même, je pense qu'il a été chercher ce qu'il pouvait du tonneau Ouais, tout à Channel. fait. Et je trouve que c'est un super beau produit. Là. Pour moi, là, je suis déjà acheteur là, quand ça va sortir. Là. Merci. C'est 100% québécois, hein. On peut être fier quand même là. On fait des beaux produits. Ouais. Ouais, c'est vraiment C'est bien. pour ça que j'ai été contacté là par les organisateurs de l'ISS là, le concours. Ils sont en train de faire un livre sur les Roms et je vais avoir besoin de vous parce qu'ils me demandaient, parce qu'ils me disent bon, ok, il y a la distillerie de Montréal qui fait des Roms au Québec, mais les autres producteurs de rhum au Canada. Puis je lui ai dit, écoute, j'ai goûté des choses en Nouvelle-Écosse, mais j'ai pas goûté grand-chose de ce qui se fait ailleurs au Canada. Non. Fait que pour ceux qui sont plus au courant que moi, si vous êtes capable de m'envoyer des adresses, des contacts de ce qui se fait, si vous avez des... Je sais que Maxime fait énormément de notes de dégustation. J'ai pas vu s'il avait fait des dégustations. J'ai reçu ça ce matin par WhatsApp comme demande. Ils vont sortir un livre sur les rhums à travers le monde. Et au moins, la distillerie de Montréal va être là. C'était ma grosse volonté de vouloir mettre le Québec sur la carte vis-à-vis des rhums, parce qu'on a toute la légitimité de faire du rhum, vu qu'on en fait depuis 1769. Donc, on a bien le droit de dire que même si on n'a pas de canne à sucre, on est capable de les travailler avec de la mélasse ou du sucre de canne. Je t'enverrai un lien. Il y a une distillerie aussi en Ontario, à Ottawa, North of Seven, qui font le Letterback Rum. Puis ils ont une version en brut de fût qui vendent seulement à la distillerie, qui est vraiment intéressante. OK. Mais sinon, pour le reste, Il y a c'est les varié. magnifiques Screech du Newfoundland là, Ouais. qui sont Ah ouais, faudra, OK. qui font, Bon, ben, c'est super. qui font bien leur nom. Si vous êtes capable de m'envoyer ça, ça serait génial, quoi. Je t'enverrai ça. On avait dans les commentaires Bruno qui vient de parler, qui demandait si je comprends bien, le sucre de canne, il est liquide. Quelle est la différence entre le sucre de canne que vous utilisez et le miel de canne à sucre qui est utilisé, entre autres, au Venezuela? Ben, le fameux Flor de Caña, hein, c'est ça dont vous voulez parler? Oui, au Guatemala aussi utilise beaucoup de miel de Tout canne. à fait. Ouais, ouais. C'est simplement la transformation, parce qu'il est récupéré, le miel de canne, il est récupéré dès qu'ils font les premières extractions de la canne à sucre. Ils le font à peine chauffer, puis ils le récupèrent. Alors que notre sucre de canne à nous, c'est une base de sucre de canne, comme une cassonade, ensuite qui est diluée et qui ramène en sucre de canne, avec le même brix qu'un sucre de canne. Pareil, c'est plus facile pour la conservation, pour le transport, pour tout, quoi. Intéressant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent donner leurs commentaires sur les deux surprises. Je pense que ça peut être intéressant pour Lilian d'avoir vos commentaires. J'en vois un petit peu dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent même ouvrir leur micro pour donner leurs impressions. Sinon, en attendant, s'il y en a d'autres, en attendant vos commentaires, je crois que Lilian, on a vu beaucoup de commentaires qui sont revenus dans le chat, que ce soit sur un blanc 55 degrés ou des brutes de fût sur les deux surprises. Je crois que si jamais tu as de l'intérêt à faire du small batch pour une cuvée Québec Rhum, quoi que ce soit, Ouais. on a vu de l'intérêt dans le chat. Ouais, on pourrait, sincèrement, on pourrait vraiment, hein, vous On se réserver un reparlera tonneau, d'abord. puis dire c'est un tonneau Québec Rhum, là, puis en small batch. Par contre, vous occupez tout ce qui est la vente et tout, là, parce que C'est bon. On aura des discussions, mais je vois c'est cet bon. intérêt, là. Un produit Mais oui, 100% il n'y a pas québécois. de problème. Ça, c'est le dossier à Stéphane. C'est bon, on jasera avec Stéphane. Ouais. Il y avait aussi tantôt quelqu'un qui m'a posé une question en privé qui posait la question est-ce que c'est des rhums avec un ajout de sucre Alors, lesquels? pour le blanc et les deux surprises? Non, le blanc, aucun sucre. Jamais, jamais. Le blanc, aucun sucre. Et puis les deux là, il n'y a pas de sucre du tout non plus. OK. Ah Donc, non, seulement mais les non, je veux fêtes. pas de caramel, rien là, mais non.
Il n'y a que les spices où je mets du caramel, c'est tout. Les couleurs sont 100% naturelles. Hein. Oui, Tous on le mes voit, rhums, il hein. n'y a pas de colorant, il n'y a rien. Là. Donc, on voyait tantôt dans les commentaires, c'est quand même intéressant de voir les opinions sont variées sur. Il y en a qui ont préféré la surprise Le 1, d'autres la premier, surprise 2. ouais. C'est assez varié, c'est intéressant de voir ça. Ben moi, je dois vous avouer que quand je les ai préparés, au départ, j'étais vraiment un fan fini de deuxième. Puis le premier est revenu me chercher avec, moi, c'est ces notes de caramel salé, là. Mm. Et là, je réalise que quintessence, ça fait vraiment la différence sur les tonneaux. Fait que je vais mettre le blanc aussi dans des quintessences. Faut que j'appelle le représentant, là. On doit se parler justement là-dessus, là, pour la prochaine batch qu'ils doivent nous livrer. J'aime beaucoup. Mais je trouve que tous les deux ont une identité. Tous les deux se démarquent pour des raisons différentes. Et tous les deux ont leur place dans le monde des Roms comme Rome, quoi. Oui. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de voir la variété des produits sur lesquels vous travaillez. Là, on a deux qui sont présentement en vieillissement, mais qui sont totalement différents l'un de l'autre. Mm-hmm. Donc, on a Dominique qui pose la question, qui dit qu'il y aurait 8,5 grammes de sucre par litre sur le blanc. Est-ce du sucre résiduel post-fermentation? Tout à fait. OK. Tout à fait. Mais il n'y a aucun ajout de sucre, quoi. OK. Donc, suite à la distillation, il n'y a pas Ouais, de modification. Non, 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 rien, rien, rien. C'est vraiment un sucre résiduel qu'elle a là. On a dans les commentaires, le 1 a beaucoup de potentiel, mais mérite de patienter un petit peu plus, alors que le 2 est très mature déjà. Ouais, hein. Ben, Puis c'est surtout que le 1, c'est le rhum blanc, et le 2, c'est la fleur de canne, 16 mois. Fait que moi aussi, je pense sincèrement encore attendre un peu. Puis on voit hein, le deuxième, le rhum blanc déjà, le blanc après seulement un an de vieillissement, là, pour le blanc qu'on parle, on voit que vraiment qu'on est déjà sur un alcool qui est très riche. Donc là, on le voit même après seulement 3 ans de vieillissement, on a un produit qui est déjà prêt. Là. Oui, puis que je pense que plus il va vieillir, plus on va jouer avec les fûts, plus ça va être du bonbon, quoi. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions ou des commentaires. Gênez-vous pas. S'il y en a qui veulent parler, vous pouvez démuter votre micro pour donner vos impressions, poser vos questions. On n'est pas un gros groupe aussi aujourd'hui, donc laissez-vous aller. Peut-être si on peut se permettre de sortir un petit peu du rhum, on a goûté un whisky qui était plus de type Bourbon. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans cette gamme-là? Le rail qui est assez typiquement canadien pourrait être intéressant. Là? Ouais, j'y ai pensé sur le rail. C'est en projet, mais sincèrement, on a une gamme de 14 produits là. Si on veut être capable de dire qu'on fait les produits toujours bien et qu'on n'essaie pas de tourner les coins ronds ou de trahir un peu à notre devise qui est sans concession, euh, je vais laisser un peu aux autres faire le rail et tout ça, là, les alcools de patates, les trucs et tout. Moi, je veux vraiment prendre ma place et me poser comme sur les rhums. Et puis après, ben, j'aimerais ça peut-être faire des gins. Moi, c'est les fruits aussi, la pomme. J'ai envie de décliner différentes sortes de pommes. C'est sûr que oui, ça pourrait être intéressant, mais c'est énormément de travail faire du rail. Hein. Je travaille les céréales et tout ça là. Donc je dis pas non, mais pas dans un avenir proche en tout cas. Si on regarde bien, vu les accords qu'on est en train de passer pour les mélasses et le sucre de canne, normalement l'alambic il roule quasiment 5 jours sur 7 sur les fermentations, plus les bonnes chauffes après dans l'année. Donc ça va être difficile de trouver de la place pour placer les autres alcools, d'autres alcools qui viendraient dedans, quoi. Moi, je vais bien vivre avec les surprises numéro 1 et 2, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. De toute manière, moi, je ne veux pas relancer le débat, mais on sait tous que le rhum est bien meilleur que les autres alcools, là, mais... Moi, j'ai une grande poule de balance. C'est bon, c'est bon.
Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dominique pose la question, j'imagine que la distance empêche de faire un jour de l'agricole. Oui, donc je peux te laisser aussi répondre, Lilian, mais la canne à sucre qu'on fait un rhum agricole doit être pressée. Elle doit être pressée dans les 24 heures suite à sa coupe. Donc, Tout à ça facilite fait. les choses. À Marie-Galante, on a rencontré la responsable de la distillerie Séverin, Isabelle Pire-Barcas, et ils ont trouvé un procédé pour faire du jus de canne à sucre osmosé et qui se garde à peu près un mois et demi. C'est livré dans des énormes tétrapacks là, et c'est envoyé en container. Donc vous imaginez mes yeux, quoi, je pourrais en avoir, ta. Et on a fait les costes, on a regardé tout ça et elle me demandait 1,20 € le litre. Donc pas rentable. Non, Je, c'est- je, je, En je- plus, au je- Québec, Voilà, comprenez. Donc j'ai ouch. dit, bah écoute, c'est super Isabelle, mais on va passer notre tour là-dessus, quoi. Mais on y a pensé très très fort, hein. Oui, Ouais, ouais, ouais. ça aurait pu être très intéressant, mais on comprend les problèmes de logistique financière. Imaginez. Ouais. Mon seul espoir, c'est le réchauffement climatique et puis qu'un jour on puisse avoir de la canne à sucre ici, hein. Ah, ça pourrait être un point positif au réchauffement climatique. Sauf que là, je pourrais plus jouer sur mon chai avec les chocs thermiques. Donc, Par contre, ouais. j'ai quelqu'un qui m'a posé la question en privé. Quel est le produit que vous êtes le plus fier? Avez-vous un chouchou dans votre gamme? Dans la gamme, dans ma gamme de rhum ou dans la gamme de tous mes alcools? Ben oui, allons-y pendant tous les alcools, oui. Sincèrement, c'est une bonne question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si à ma signature sur l'étiquette, c'est que j'en suis fier. Donc, je vous laisserai regarder ce qu'on a déjà fait qui n'a pas mon nom sur l'étiquette. Euh, Moi, le rhum blanc est quelque chose est un des rhums qui me plaît le plus. Euh, le rosemont épicé, je dois vous avouer que je sais pas, je les aime tous. C'est une question. C'est comme si on vous demande de choisir parmi vos enfants là. C'est compliqué. Là, vous voyez, avec Madame Jean, on a fait un jean de Noël. Pour la première fois, on était capable d'amener l'idée de quelque chose d'éphémère auprès de la SAQ, qui soit pas quelque chose qu'on doit alimenter sur les tablettes tout le temps. J'aime beaucoup ce concept-là pour moi, au lieu d'avoir tout le temps à refaire la recette, que de se dire qu'on peut sortir un jean en fonction de la saison, puis hop, on le ressort. Ce que j'aimerais pouvoir faire avec mon fût, puis sortir un rhum de temps en temps, puis dire, tiens, regarde, c'est ça que j'ai en tonneau, j'en ai 10, je peux faire cet assemblage-là, ça donne ça. C'est ce que j'aimerais pouvoir mettre en place. Je suis très fier du gin à la clémentine qui a été distillé, parce que c'est vraiment quelque chose de très agréable, très frais. On a été capable de garder vraiment les notes de clémentine et de cardamome. Et puis à distiller de la clémentine, ça faisait des années que je voulais distiller des agrumes. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Non, je suis pas mal fier pour que jamais un jour vous venez à la distillerie, je vous ferai une dégustation de tous les produits. Vous verrez, j'en parle tous de manière très, 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 très personnelle parce que ça me touche beaucoup. Ma pomme, la pomme vieillie en fût, est quelque chose pour moi qui rend un peu hommage à ma famille, à mon passé. La pomme blanche, elle porte le nom de ma maman, alors là aussi, j'ai un lien très affectif avec. Puis ben, le pastis, c'était vraiment aller faire un clin d'œil aux Français immigrés ici. Donc non, sincèrement, j'aurais du mal à dire lequel je préfère. Je les aime tous, pour être honnête. Donc, on va pouvoir tous les goûter. Ben, je vous encourage. On avait une petite question aussi l'alcool que vous avez fait à la clémentine, c'était quoi le nom de cet alcool-là? Ça s'appelait le gin de Noël Ah, le gin de Noël, OK. C'est bon. de Madame Jean. C'est On a bon. fait vraiment une édition spéciale avec Madame Jean pour le gin de Noël. Il en reste encore quelques caisses. Je vous encourage à le prendre parce que vous allez voir,
c'est du bonheur. C'est même dangereux, hein. C'est difficile de garder la bouteille intacte plus d'une semaine. Donc, je crois que ça fait le tour. Je regarde dans le chat, j'ai peut-être manqué des questions, mais ça a l'air bien. On a des commentaires, très beau travail de qualité. J'avais goûté à tous vos autres produits. Donc, je Merci. crois que c'est très intéressant. Donc, ça fait le tour. Moi, Lilian, je tiens à te remercier énormément pour ton temps. Merci à vous. Tu aies passé ton dimanche après-midi avec nous. C'est bon, je vais aller retrouver mes troupes là. Oui, oui, on ne va pas te laisser aller à ta famille. Je te remercie beaucoup. C'est bon. très intéressant de voir sur quoi vous travaillez et sur qu'est-ce qui va être à venir éventuellement. Je crois que pour les geeks comme nous, c'est motivant de voir ce qui se passe au Québec. Moi, je trouve ça génial de pouvoir avoir un retour, puis de savoir si je suis sur la bonne voie et tout. Là, c'est le fun parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est sûr qu'il a tout le temps raison là, et qu'il est convaincu de faire les bonnes choses. Donc, au moins, c'est vraiment cool. Et puis, moi, je vous dirais, si vous pouvez aller nous soutenir sur notre page et tout ça, là, c'est ce que me demandent tout le temps nos ambassadrices sur les réseaux sociaux, là, que je ne fais pas toujours. Donc, là, je pourrais dire que je l'ai fait. Allez nous mettre quelques pouces ou quelques likes sur Insta et Facebook, là, et puis ça sera génial. Super. Donc, Liliane, on ne te retient pas plus longtemps si tu veux quitter, aller rejoindre ta famille. Je te remercie beaucoup de ton temps. Pour les autres, si vous voulez rester quelques instants, je vais vous parler des choses à venir avec Québec Rhum. On a des belles activités à venir. Donc, merci Liliane. Salut tout le monde, bonne fin de journée. À plus. Merci. Ciao, bye bye. Merci Lilian, bonne journée. Merci toi aussi. Donc, et bon anniversaire encore. Oui, bonne fête Maxime. On va bonne fête Max. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Les prochaines dégustations, le mardi 23 mars, ça va être notre dégustation où on va comparer 2 rhums jamaïcains, un de 11 ans et un de 14 ans. Donc, on va les comparer en vieillissement continental et vieillissement tropical. Ça devrait être très intéressant. C'est des rhums qui ont été embouteillés par Ieshire et Vellier. Donc, si vous n'avez pas votre billet, on est désolé, c'est maintenant sold out. On a vidé les bouteilles jusqu'à la dernière goutte. Donc, ça devrait être très intéressant. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation pour cette dégustation-là. Sinon, on a le 11 avril avec Guillaume Ferroni. Il nous reste encore quelques places. On ne peut pas encore vous annoncer les rhums parce qu'on est en train d'essayer de les rapatrier. Comme vous savez, avec la COVID, c'est un petit peu plus compliqué. On a un petit peu moins d'amis voyageurs présentement. Donc, on travaille là-dessus, mais normalement, on parle d'une dégustation avec 7 rhums, si tout va bien. Je vous dis si tout va bien, hein, ça peut toujours changer selon comment on réussit. Mais on parle de 7 rhums. On aurait 7 terroirs différents de rhum Ferroni. Maxime me dit peut-être 8 aussi. Donc, à voir. On parle de terroirs différents. On parle de probablement 4 rhums blancs en version à très haut degré et probablement de 3 bruts de fût de pays très spéciaux qu'on n'est pas habitué de voir aussi. Donc, Guillaume qui fait un travail très éclaté avec les rhums Ferroni. Donc, ça devrait être très intéressant. Sinon, bientôt aussi, on va vous annoncer, là aussi, on est en train de préparer ça, notre dégustation sur le retour de notre voyage à Martinique qu'on a fait, moi et Maxime, il y a 1 an de cela. Donc, on vous a ramené des bouteilles. Ça va être une dégustation en 2 temps. Donc, il va y avoir une première partie où on va vous présenter 5 rhums et une deuxième partie un peu plus tard dans l'année où on va présenter 5 autres rhums de Martinique. On va vous présenter toutes les distilleries de la Martinique dans ces 2 dégustations-là. On va vous montrer les photos, les vidéos qu'on a prises avec des rhums, bien sûr, à déguster. Donc, ça devrait être très intéressant. Moi, j'ai très hâte de vous présenter ça. On a appris plein de choses. J'avais commencé les articles. J'ai dû arrêter un certain moment pour des raisons personnelles. J'ai manqué un petit peu de temps. Mais bientôt, les articles, vous allez pouvoir les revoir. Je vais commencer à les republier. Donc, les articles sur chacune des distilleries. Puis, on va en parler un petit peu plus en profondeur lors des dégustations. Donc, ça, c'est à venir. La première dégustation pour la Martinique sera au mois de mai. Là, on va vous annoncer la date éventuellement. Et sinon, au mois de juin, on va rester dans les rhums de Martinique. On va avoir M. Daniel Baudin, qui est maître de chef pour les rhums Trois-Rivières. Ceux qui étaient parmi nous dans le passé, Daniel Baudin est venu nous voir 2 fois au Québec. Monsieur qui est très, très, très intéressant. Il connaît bien son affaire au niveau du vieillissement. Les rhums Trois-Rivières qui sont d'excellents rhums de Martinique. Donc, Daniel Baudin qui est maître de chef pour Trois-Rivières, mais aussi la maison Lamoni. Donc, ça devrait être très intéressant aussi.
Puis, pour le reste, là, on va vous annoncer toutes les choses en temps et lieu, mais on a des dégustations jusqu'au mois de décembre. Donc, on va laisser le suspense et les confirmations pour les autres choses, mais on a encore de très belles choses à vous présenter. Sinon, c'était un plaisir de vous présenter cette dégustation-là aujourd'hui. Hein. Des produits québécois, on en a très peu. On se trouve ça intéressant parce que Lilian est un distillateur québécois, hein, comparé à certains autres rhums, Spice Rum, entre autres, qu'on retrouve sur le marché. On parle ici de produits qui sont distillés au Québec. Il y en a quand même de plus en plus, on commence à en avoir de plus en plus, mais Lilian était quand même dans les premiers. Donc, on trouvait ça très intéressant de vous le présenter. On était très contents parce qu'on lui avait demandé d'avoir des exclusivités, des petits trucs un petit peu plus différents. Donc, on était très contents qu'il nous fasse goûter des trucs qui ne sont pas prêts, que ce n'est pas des trucs qu'il pensait commercialiser bientôt. Donc, c'est assez plaisant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, sinon, sur ça, c'est ça. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Finissez de déguster vos rhums. Si vous prenez l'auto, soyez prudents, mais là, on est tous à la maison, donc il y a moins de danger. Merci tout le monde.